1 minute et 20 secondes. 1 minute et 20 secondes. Voilà la différence entre les deux premiers au 24 heures du Mans en 2019 à 7 heures 2 minutes alors que le soleil s'invite. On avait eu un peu peur avec la couverture nuageuse qu'il ne soit pas au rendez-vous si tôt. Eh bien pas du tout. Il veut regarder cela de très près et il voit donc que Pechito Lopez est en tête des 24 heures et que Kazuki Nakajima est derrière, mais à 1 minute 20. 1 minute presque 20 aussi, un peu plus. Allez, 1 minute 30, c'est ce qui sépare les deux premiers en catégorie LMP2 entre Job van Uitert, qui est l'actuel pilote de Laurus G-Drive, numéro 26, et l'Alpine avec André Negreanu, la numéro 36, 1 minute donc presque 30, 1 29. En catégorie LMGT Pro, la différence, alors en se souvenant que comme la 91 ne s'est pas encore arrêtée, c'est vrai qu'il est leader, mais que très bientôt, c'est bien la Corvette numéro 63 qui va récupérer ce leadership. De toute façon, la différence est de 6 secondes, point 4. Et en catégorie LMGT EAM, alors la différence est plus confortable. La Ford a réussi à créer, et c'est la seule catégorie où il y a une différence qui est supérieure à un tour pour la seule Ford engagée en catégorie GTEAM, mais qui pour l'instant est confortablement installée, et bien que ayant la menace d'une Porsche et d'une Ferrari. La Porsche est celle du Team Project One et la Ferrari celle du GMW. Oui, une des voitures œuvre d'art, rappelons-le, pour ces 24 heures du Mans, la Ferrari numéro 44. C'est vrai qu'on a eu un panel de hard cars cette année particulièrement élogieux. C'est Andy Blackmore qui a réalisé la déco de la Ferrari numéro 84 avec les tracés des circuits au calendrier de l'European Le Mans Series que dispute le GMW Motorsport, qui ont donc été la source de cette inspiration de Andy Blackmore. On retrouve également le profil du circuit des 24 heures du Mans. Également la nature, pour rappeler que des circuits comme par exemple Monza, Spa-Francorchamps plus du Mans sont aussi des circuits qui ont un joli cadre vert. Et puis des silhouettes, on reconnaît notamment Enzo Ferrari. Kazuki Nakajima est au volant de la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima au volant de la Toyota numéro 8, alors que la Porsche numéro 91, leader dans le classement des GT Pro avec Richard Lietz, à 6 secondes 7 d'avance sur la Corvette de Jan Magnussen, qui en ce moment en a 16 des secondes d'avance sur la Porsche du GT Team avec Patrick Pilet, alors que là on revoit la rébellion numéro 3. Est-ce que c'est un ralenti pour montrer que le pilote, oui effectivement ils y vont bien tous vite et fort. On revoit notamment, on remonte le classement en fait en ce moment avec la 3e place pour Gustavo Menezes. Classement qui permet également de retrouver la Toyota numéro 8, 2e, et donc la voiture leader, la Toyota numéro 7, alors que l'Aurus numéro 26 rentre au stand. L'arrêt de la numéro 38 aussi. Et là, Marc Arnoldi, pour ceux qui auraient éventuellement fait une petite pause nocturne, la 26 et la 36 ne s'arrêtent plus en même temps, ou elle arrive tout de suite. Ben oui, voilà, c'est parce qu'il faut l'attendre, parce que comme elle a 1 minute 30 de retard, ben elle va s'arrêter. Ça va se passer comme ça. Bon, alors, à moins évidemment qu'ils aient décidé de changer à 7h05 du matin, mais normalement, puisque c'est le cas depuis hier 15h. Comment ça, c'est le cas depuis hier 15h? Mais oui, depuis hier 15h, à chaque fois que l'Aurus s'arrête, l'Alpine s'arrête. Et vice-versa, ça n'a pas toujours été dans cet ordre-là. Mais le tableau est le même. Et donc, Job van Uitert repart au volant de la Aurus numéro 26. Et André Negreanu à bord de l'Alpine. Alors évidemment, il faut le temps qu'il arrive, mais normalement, devrait s'arrêter comme ils le font d'habitude, jusqu'au moment où ils vont décider qu'ils pourraient éventuellement changer de stratégie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Voilà, et arrêt de André Negreanu, arrêt de l'Alpine numéro 36.
Est-ce qu'on va avoir un changement? Donc alors, comme Gabriel Aubry dans l'Oreca de Jackie Chan, lui aussi s'arrête. C'est déjà pas la première fois qu'il s'arrête en même temps. Normalement, on ne devrait pas avoir de changement. Pastor Maldonado était un peu trop loin pour pouvoir espérer mettre quelques doigts de pied sur la 3e place. Le pied complètement non, mais un doigt de pied au moins. Ben non, ça ne marchera pas parce qu'il était un petit peu trop loin pour ça. Pastor Maldonado qui a été intraitable lui aussi pendant la nuit. Il a des yeux de chat, de lynx. Il a réussi à tourner dans les 3,30, 3,29 pendant la nuit. Tout comme d'ailleurs Mathieu Vaxivière. Arrêt de la voiture de tête de 157 tours pour la Toyota numéro 7, actuellement confiée à l'Argentin Pechito Lopez. Arrêt normal, 1 minute 4 secondes et on repart pour l'Argentin. On attendra le passage à la boucle, mais la différence entre les deux Toyota, l'écart n'a certainement pas dû beaucoup évoluer. On en parlait, j'en parlais, ben j'aurais pas dû, désolé. De Pastor Maldonado qui, durant toute la nuit, avait réalisé un excellent relais. Et safety car, Marc, avec la sortie de la voiture de Pastor Maldonado, virage du tertre rouge. Well, safety car because of a crash with Pastor Maldonado at the tertre rouge corner. The position was the 9th overall, but the 4th for the LMP2 class. Pastor Maldonado crashed out. Sortie de piste de Pastor Maldonado, c'est l'avant qui a tapé le long de la pile de pneus. Virage du tertre rouge alors qu'il effectue une nuit pourtant calme. Ah oui, calme mais rapide en tout cas, mais sans problème effectivement. Et alors, tout à coup, alors Pastor Maldonado, je le vois toujours à l'intérieur de la voiture. Difficile pour nous. Aïe, 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 pas facile. Ouais, enfin, quand on a vu l'ARC Bratislava revenir, on ne sait jamais.
À voir, peut-être est-il en contact avec son stand pour essayer de savoir jusqu'à quel... il ne veut pas sortir de la voiture pour l'instant, hein, Pastor Maldonado. Oui, il est indemne. Driver is okay. Pastor Maldonado is okay. Is in the start. I think he's trying to have a radio connection with the garage. À mon humble avis, il est en train d'essayer d'avoir une connexion radio. Alors, comme le moteur n'a pas souffert, il tente peut-être un redémarrage et ensuite vérifier si naturellement les commissaires l'autorisent à repartir. Vérifier s'il a quand même gardé du pouvoir directionnel ou si le train avant est trop endommagé pour garder une voiture en marche avant quelque part. C'est ça le problème, mais c'est vrai que Henrik Enqvist avait réussi à ramener à son stand, bon, elle n'a pas réussi à en repartir, mais avait réussi à ramener à son stand la Ligier de l'ARC Bratislava avec la roue avant droit qui ne tournait plus. Maintenant, à savoir si effectivement il est possible pour Pastor Maldonado touche un peu le casque, ce serait pour pouvoir parler, avoir une connexion. Pour l'instant, il n'est pas sorti de la voiture, il a l'air vraiment physiquement très bien. On n'a pas exactement vu à l'image la violence du choc. Effectivement, c'est un choc directement à l'avant. C'est par contre dans les dernières longueurs de la pile de pneus, à 2-3 mètres près, il aurait pu passer à côté. Et quelques arrêts pendant ce temps, sans lien avec, enfin encore que des fois avec l'opération safety car. Et la Porsche numéro 91, Richard Litze rentré au stand, changement de pilote et la Corvette de Jan Magnussen prend les rênes de la course. La Porsche de Patrick Pilet, alors que là les écarts vont être figés compte tenu de la neutralisation safety car. La Porsche est en ce moment à 2 secondes 7 de la Corvette et ce sera très serré aussi dans la mesure où Daniel Serra, qui pilote la Ferrari F-Corse numéro 51, est à 2 secondes 122, ce qui amène à dire à presque 7h15 que le tiercé de tête, alors qu'on a retiré le capot à l'avant de la Porsche numéro 91. Mais le tiercé de tête pour les voitures de la catégorie GTE Pro se tient en 4 secondes 8 seulement au moment du restart. Considérez donc que le tiercé de tête en GTE Pro se tient en moins de 5 secondes. Alors qu'on avait fait reculer la Porsche numéro 91, mais la LMP2 qui est l'Oreca RLR M Sport Tower Events numéro 43 qui occupe le stand d'après qui s'était arrêté en même temps, repartait aussi. Et Pastor Maldonado descend en marque de la voiture. Ouais, il retire ses gants. Et très clairement, il s'éloigne de la voiture. Il regarde ce qu'il arrive à voir à l'avant, mais visiblement, ça va être difficile. Importante, hein, cet arrêt de la Porsche numéro 91, parce qu'on est en safety car, donc il peut le faire. On n'est pas en full course yellow. On va voir si ça peut changer quelque chose. Son arrêt était effectivement prévu. Ce n'est pas une question de stratégie. On retrouve bien pour l'instant en catégorie LMGTE Pro donc l'ordre habituel, c'est-à-dire enfin presque habituel. La Corvette est devant la 93, la 91 s'est arrêtée, la 93 pas, alors que d'habitude ils s'arrêtaient ensemble. Peut-être que justement ils en profitent pour se dédoubler, pour éviter d'avoir les deux Porsche qui s'arrêtaient ensemble. On va regarder ça de près. Normalement la Corvette ne devrait pas tarder à s'arrêter. On retrouverait la Ferrari de la F-Corse numéro 51. Ça a été comme ça pendant toute la nuit. Le bal entre les Porsche. D'abord, on avait commencé par la 92. Elle a été rentrée au stand, elle a été ressortie. Elle a perdu 20 minutes. On ne sait toujours pas pourquoi exactement. Mais ensuite, ça a été entre la 91, la 63, la Corvette et la Ferrari numéro 51. Considérons que normalement, c'est la 51 qui est en tête. Mais alors là, avec cet arrêt un peu spécial, à suivre. Ouais, oui, on voit sur les images le témoin bleu, c'est ça, oui, le medical light. Le témoin bleu. Oui. On l'a vu dans l'accident de la 17 comme ça aussi, effectivement. Ça... Et puis aussi celle de la Bratislava. Et c'est pour ça que je me posais la question. Sur la Bratislava, on voyait aussi ce petit voyant bleu. On essaye de se réconforter dans l'équipe. Évidemment, il y a une montée de larmes, hein, clairement. On est évidemment rassuré de voir Pastor Maldonado se sortir indemne de ce qui reste de l'Oreca. Alors on va dire Oreca, Hugues de Schonag, vous faites des voitures solides. Voilà, puisque Pastor Maldonado qui est sorti forcément très vite au virage du tertre rouge. Et bien voilà, l'unité médicale
c'est porté à sa hauteur, mais ça c'est normal, c'est dans le cahier des charges, on le fait pour tout le monde, pour éviter et vérifier surtout que le pilote ne connaît pas de deuxième réaction qui peuvent suivre justement le choc, surtout en se relevant de la voiture, après quand même avoir encaissé une très forte décélération. Mais voilà, pas de problème pour Pastor Maldonado, le seul choc il est émotionnel, il est sous le casque et l'on retire de la feuille de classement maintenant, même si comme nous le disons à chaque fois, seule la direction de course peut prononcer officiellement l'abandon de voiture, mais il est clair que notre effectif de voitures roulantes va descendre à 50 voitures et celle qui est en bas de tableau est l'Aston Martin numéro 97. Après les abandons de plusieurs voitures, dont chez Dragon Speed, rappelons-le, on a perdu la numéro 10, elle n'a pas été la première à abandonner, mais citons les Porsche 88 d'MC Proton Racing, Corvette numéro 64, Aston Martin numéro 98 en GTE AM, 95 en GTE Pro, sur sortie de piste pour la 95, Ferrari F Corset moteur out, Arc Bratislava, plus de Ligier numéro 49, le Barry Colles non plus, n'est plus là, SMP Racing a aussi perdu sur accident une voiture, abandon pour l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37. Et là, on peut dès à présent dire que l'Oreca Dragon Speed ne repartira pas. Et ce qui amène notre tableau de classement à un total de 50 voitures. On va refaire un point quand même sur les voitures qui ont abandonné les dernières années. Hier, nous partions avec une hypothèse qui est que cette année 2019 pourrait être une année particulièrement fiable. Malgré tout, nous allons au niveau fiable ou avec un taux de pourcentage, un taux de voiture à l'arrivée particulièrement élevé. Je pense qu'on peut considérer que ça va être quand même le cas. On le regardera dans les prochains instants. Alors au niveau des safety cars, jetons un coup d'œil pour vérifier, mais on s'en doutait avec l'écart qui était déjà sur la piste. On se doutait que la Toyota numéro 7 est derrière un safety car et que la Toyota numéro 8 est derrière un autre safety car. Ils ne sont pas ensemble, c'était à prévoir avec l'écart qui était sur la piste. Regardons. Alors vous vous souvenez en fait qu'en catégorie LMP2 on trouvait ce qu'elle s'était arrêtée, c'est vrai, mais bon, on avait une différence sur la piste de 1 minute 30 entre l'Alpine et la G-Drive. Alors cette différence est plus grande. On va vérifier, mais je pense que en fait ce qui se passe, eh bien, c'est que la 26 est derrière le safety car qui d'ailleurs va être le prochain à passer devant nous et que la 36 est passée, elle vient de passer un instant. Donc alors voilà, exactement, c'est confirmé. Donc la 26 va passer devant nous dans le prochain safety car et la 36 n'est pas dans le safety car suivant mais dans le suivant encore. Et on procède à une vérification du train avant de la Porsche numéro 77 durant cette neutralisation, peut-être pour vérifier les étriers de frein. On va revenir sur la feuille. Oh là, elle était vite redescendue la voiture. J'espère que le préposé à la roue avant droite a eu le temps déjà d'enlever la main, oui apparemment, et de bien serrer la roue parce que là, sincèrement, ouf, attention au geste précipité du dimanche matin. Vous savez, ce genre de sortie de piste comme celle de Pastor Maldonado, j'ai envie de dire que c'est un grand classique des courses d'endurance. Le dimanche matin comme ça, des fois il s'avère que... Retour sur la feuille de classement de 2018 à l'arrivée. Il y avait 41 voitures classées, une non classée généralement pour distance insuffisante. Voilà pour l'effectif. 41 voitures à l'arrivée il y a un an. Nous en avons 50 en course en ce mois de juin 2019, en ce 16 juin. 7h20, si à l'instant vous venez d'ouvrir l'œil, vous vous dites oh là là, il y a moins de bruit, il se passe des choses, la réponse c'est oui. La course sous safety car, alors que l'Aston Martin numéro 90 du team TF Sport vient de rentrer au stand. La Ferrari Kessel Racing également de ces dames Michel Gatting s'arrête aussi pour un ravitaillement. Voiture qui, dans le classement de ces 24 heures du Mans, occupe la 48e position. Le safety car est la conséquence d'une sortie de piste de Pastor Maldonado avec le Dragon Speed qui aura malheureusement perdu ce week-end. Eh bien, c'est... ces deux voitures. Ah, regardez aussi l'écran GPS. Voilà, c'est un rétro numérique au niveau de l'équipage du Kessel Racing.
très intéressant. Vous avez vu également avec le panneau SC à l'instant, l'indicateur SC, les infos qui parviennent directement au pilote aussi maintenant. Évidemment, c'est pour safety car. Ça veut dire que la communication passe vraiment bien. Mais donc en ce moment, pendant quelques minutes encore, il s'agit pour les commissaires de balayer la surface de piste et s'assurer également d'une parfaite remise en état des piles de pneus. Voilà, c'est aussi un élément de sécurité qu'il ne faut pas délaissé. Voyez comment ces piles de pneus ont arrêté la voiture de Pastor Maldonado, mais évidemment en arrêtant une telle voiture, vu la vitesse qui était celle de la voiture et par conséquent l'intensité du choc, il faut s'assurer que ces piles n'ont pas été trop bousculées, bien les refixer, veillez également à remettre la bâche pour éviter que la voiture n'aille s'encastrer dedans, mais au contraire cette bâche favorise un mouvement de glisser pour donc éviter quand la voiture arrive surtout de bien qu'elle puisse ainsi continuer sa course et décélérer doucement plutôt que de faire subir au pilote une forte décélération. C'est ça l'intérêt des bâches le long des piles de pneus. On s'assure de tout cela en ce moment au niveau du tertre rouge. Pastor Maldonado pilotait donc la numéro 31 et vous confirmez, voilà ce qu'il reste de la voiture, que le pilote est indemne. Alors, au niveau du safety car, on a regardé qu'en catégorie LMGTE Pro, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un coup de poker chez Porsche. La 91 et la 93 s'arrêtaient ensemble. Là, cette fois-ci, ils ont fait arrêter la 91 au tout début du safety car. La 93 continue. On a eu l'occasion de voir sur les écrans qu'il y avait une communication radio entre le stand et le pilote Patrick Pilet dans la Porsche numéro 93. Ce que l'on voit en tout cas, et ça c'est clair, c'est que derrière le même safety car, on trouve l'actuel leader, Jan Magnussen, avec la Corvette numéro 63. Juste derrière, il y a la 93, Patrick Pilet. Et un petit peu plus loin, la Ferrari de Lev Corset, Daniel Serra, qui se trouve donc ensemble derrière un safety car. On doit s'attendre normalement à des arrêts, justement arrêt de la Corvette 63, de la Porsche 93, avant que ce ne soit de la Ferrari de Lev Corset. Est-ce que la configuration de safety car va changer quelque chose dans les stratégies? C'est ce qu'on va voir lors du prochain passage. Allez, 7h24 minutes. 7h24 minutes. Nous avons des messages à vous faire passer sur les écrans. Ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont intéressants.
Une bonne matinée également avec Gant, l'habilleur officiel des 24 heures du Mans. Boutique à découvrir, redécouvrir dans le village du circuit. Allez, bon éveil à toutes et tous. On est en train de sandwicher ici et là. On a ressorti les casquettes, les lunettes solaires. Pour d'autres, on a envie de ne pas parler trop fort. Voilà, bonjour monsieur, vous venez de vous reconnaître. Il y en a qui dorment beaucoup à côté de vous. Oh là là, ça c'est une image typiquement Le Mans. Les chasseurs d'images profitent de ce paysage bucolique. Les sourires sont là. Vous écoutez Radio 24 heures, monsieur le commissaire. Vous ne voyez pas en ce moment, mais vous avez une jolie casquette et un casque FM. Bravo. Et puis voilà, image typiquement du matin. Alors des fois pour ceux qui se voient sur l'écran géant et quelques secondes en se disant mais c'est moi que je vois. Mais oui, mais vous êtes là messieurs dames. Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous? Bien nous l'espérons, vous avez passé une bonne nuit. Regardez le camping également, cette vue hélico, ça fait partie du charme du Mans. Que ce soit au panorama ou dans le secteur de bordure de l'aérodrome vers le circuit de karting, vous pouvez également aller vous amuser aujourd'hui. Regardez, ça c'est le camping le plus chouette et certains diraient même, sans vouloir donner plus de valeur que cela aux choses, mais des fois le plus luxueux que l'on ait en Europe avec toutes les voitures de prestige que beaucoup ressortent après l'hiver pour Le Mans et font leur premier voyage printanier en direction de la Sarthe et des Pays de la Loire. Et ça aussi, c'est une belle image très sympa. Et ça fait du bien d'en parler de temps en temps. Les derniers passages par les stands. Qui a repris le volant de quelle voiture? François Perraudot pour l'Oreca TDS Racing en 4e position désormais de la catégorie LMP2, alors que les images en ce moment sur les écrans géants sont celles de la levée de l'Oreca du team Dragon Speed pour la placer sur le plateau. Pastor Maldonado, c'est sorti au tertre rouge et c'est sa sortie qui est à l'origine de la neutralisation qui est en cours. La direction de course ne communique pas dans l'immédiat. Bonjour monsieur qui levait la main, voilà pour vous serre, coucou sur l'écran géant. La direction de course ne communique pas pour l'instant de délai et c'est normal puisqu'il faut évidemment prendre en compte la remise en place des piles de pneus en plus du balayage, s'assurer que la surface de piste en elle-même ne présente rien, éléments carbone qui peuvent parfois provoquer des crevaisons lentes et évidemment toute trace liquide au sol. En plus donc de la remise en place des piles de pneus et de cette fameuse bâche d'appui dès que ce sera terminé. Et évidemment, les voitures safety car, les 3 s'effaceront. Point. Tiens d'ailleurs au passage, c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question, mais Ghislain Robert va nous dire. Voilà, bonjour Ghislain, c'est le traditionnel rendez-vous du matin avec vous et on ne change pas les bonnes habitudes. Tout va bien Ghislain? Tout va bien, tout va bien. Good morning Le Mans. Good morning Le Mans, n'est-ce pas? Voilà, ça nous manquait aussi. Alors, je ne vais pas vous poser de questions pièges, mais quel est le cahier des charges pour la mise en place en fait de ces piles de pneus? Il y a, j'imagine, des normes FIA, des normes Le Mans. Il y a beaucoup de pneus également qui sont, j'imagine, aussi collectés pour assurer cette protection. On a toujours dit dans l'histoire que ces piles de pneus étaient, ces piles-là, héritières des bottes de paille d'antan. Oui, bien sûr, on est bien loin des boîtes de paille. Il s'agit de pneus neufs et évidemment pas de pneus usagés. Il faut bien le savoir, de pneus neufs qui sont en fait qui ne sont pas destinés à la vente ou à l'utilisation. Ils ont des défauts majeurs et notre partenaire Michelin nous les met à disposition pour que nous puissions fabriquer ces piles de pneus qui sont normalisées par la Fédération internationale automobile. Et nous montons donc ces piles de pneus en avance pour pouvoir intervenir sur piste au plus vite pour permettre à la course de reprendre dans les plus brefs délais. Nos équipes sont sur place en astreinte pour permettre une intervention rapide. Et ces piles de pneus sont sanglées aussi avec des sangles, avec une tension normalisée pour permettre une bonne tenue et une bonne résistance au choc. Ça fait plusieurs centaines de pneus chaque année en fait que vous devez recevoir. Et alors évidemment, ils peuvent avoir aussi une certaine durée de vie dans cet état de pause. Vous n'allez pas les changer non plus tous les 6 mois. Oui, en effet, c'est assez long et on parle bien de plusieurs milliers de pneus, bien sûr, en effet. Voilà, bon, au niveau du circuit en tout cas, tout va bien, l'entourage, la circulation. Ça a été, est-ce que ça a été une bonne nuit, globalement une bonne nuit du Mans, Ghislain Robert? Oui, le Mans a bien vécu cette nuit-là. La fête a duré très tard dans la nuit dans le village. Ah, Franz Ferdinand était bien? Franz Ferdinand a fait un concert exceptionnel. Il partait pour la Turquie puis pour la Géorgie ensuite et ils nous ont fait une étape ici au Mans. Ils s'en rappelleront, ils ont adoré le circuit des 24 heures du Mans. Ils ont découvert les paddocks, l'esprit même des 24 heures du Mans. Et je pense qu'on les reverra dans les paddocks. Ils disent tous ça. J'en connais pas un artiste qui s'est dit je ne reviendrai pas, ça c'est sûr. Oui, en effet, on sait les accueillir et on sait leur montrer
que la grande communauté des 24 heures du Mans est là, et qu'un événement tel que les 24 heures du Mans, ce n'est pas qu'une course de 24 heures, c'est bien sûr une course de 24 heures, mais aussi un grand événement, et ces artistes sont ravis de participer à un tel événement. Merci beaucoup Ghislain Robert et voilà le drapeau vert, voilà, on est arrivé à la fin de la neutralisation. Nous le disions, il fallait terminer de mettre en place la voiture sur le plateau, permettre également de terminer donc la remise en place des piles de pneus, la fameuse bâche. Et c'est reparti. Alors attention, là où ça va être très chaud les amis, c'est au niveau du tiercé de tête dans la catégorie des GTE Pro, la Corvette que vous avez à l'image en ce moment est poursuivie par une Porsche. C'est Patrick Pilet qui est en ce moment le chasseur derrière Jan Magnussen, qui n'entend pas se faire dépasser. Il y a également une Ford derrière, c'est la numéro 69 avec Richard Westbrook. Que se passe-t-il, Marc Arnoldi? Il me semble, on voit qu'il y a un drapeau jaune qui est agité, et cela pourrait bien être pour la voiture leader en LMGTE AM. Peut-être un simple tête à queue est reparti, c'est ce qu'on espère en tout cas. En tout cas, les drapeaux jaunes ont été enlevés. Bon, très bien. Mais il semble... Ah, l'arrêt des voitures du duo de tête, l'arrêt de Jan Magnussen et de Patrick Pilet. Bah oui, la Corvette et la Porsche. On l'a regardé derrière Patrick Pilet, on a l'impression qu'il a envie de le dépasser dans le pif-paf à l'entrée des stands. Mais là, c'est du 60 km/h et on n'a pas le droit de dépasser. Attention, la guerre des stands reprend une intensité réelle. Il faut absolument que la Corvette sorte avant la Porsche pour conserver une chance de l'emporter. Allez, attention, top l'arrêt pour la Corvette. Quelques instants plus tôt, déjà top pour la Porsche. Il va y avoir un changement de pilote chez Corvette avec la fin de ce relais de Jan Magnussen. Mike Rockenfeller vraisemblablement pour prendre la suite, alors que Patrick Pilet devrait rester au commandement au volant de la Porsche. La voiture est déjà sur ses vérins. On termine de remplir le réservoir. Allez, églou, églou, églou. Et la Corvette pas mal non plus. On retire à l'instant le remplissage et les deux voitures repartent, mais la Corvette conserve l'avantage. Bravo, bien vu chez Corvette Racing à 7h35. La Corvette reprend l'avantage, mais Marc Arnoldi, une voiture a pris l'intérim en tête. En fait, c'est normal, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Donc c'est bien Daniel Serra avec la Ferrari 51 F Corset qui a repris la tête. Mais en fait, là, on s'en rend bien compte. Il semblerait bien que l'arrêt de la 91 durant le safety car n'a pas été une bonne opération, parce que normalement la 91 devrait être devant la 93. Ça a toujours été comme ça et c'est pas le cas. Et regardez celui qui est venu mettre son nez. Voilà, il va s'arrêter maintenant. Harry Ticknell avec la Ford. Premier de Ford avec la 67 s'arrête lui aussi. Ah, ça c'est sûr qu'en LMGTE Pro, il faut être rapide. Il faut aussi avoir du nez, le nez creux pour essayer de trouver une stratégie différente. J'ai l'impression que les gens sur la 91 se sont fait avoir, entre guillemets. Ça n'a pas marché ce qu'ils ont voulu faire. Et une pénalité pour of a Tire Rules Violations. Ah, apparemment, la rébellion numéro 3 aura 3 minutes de pénalité. Pour un choix de pneus qui n'est pas conforme au règlement, alors que l'on va revoir quelques scènes. Ah oui, alors là, lorsqu'il y a les fameux redémarrages, une voiture partie en tête à queue, est-ce que c'est bien la Ford numéro 85 en fait, c'est cela? Ah oui, là, attention, on a presque grillé un joker ce matin, ou avec un tête à queue, un passage dans le bac à gravier, pas d'enlisement. Elle est repartie en jouant les petits poussés avec Ben Keating, vous voyez, qui là en sème pas mal de ces graviers sur la piste. Bravo les cadreurs et la réalisation. Et heureusement, il est toujours au commandement. Et Marc Arnoldi, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est la seule catégorie pour laquelle l'écart entre la voiture première et la seconde est au moins d'un tour. Tant mieux là. Oui, alors maintenant on va vérifier. Un petit peu moins là. 4-12, oui, alors un petit peu moins peut-être à vérifier effectivement. Bon, il a perdu 30 secondes dans cette histoire-là. Donc c'est vrai que peut-être ça ne sera pas suffisant. Bon, ça va pour l'instant, hein. C'est le moins qu'on puisse dire et c'est quand même sympa, non? Il est 7h38, vous êtes le dimanche aux 24 heures du Mans et dans toutes les catégories, maintenant, à ce moment-ci, dans toutes les catégories, il n'y a pas un tour d'écart
entre les premiers. Dans aucune des catégories, si vous préférez l'entendre dans ce sens-là. Et donc confirmer que Mike Rockenfeller est bien le pilote de la Corvette et donc Patrick Pilet n'est pas descendu de la Porsche et donc reste au volant de la numéro 93. On avait parlé tout à l'heure des positions au niveau du classement du championnat. En vous rappelant que le barème est donc celui-ci pour la course des 24 heures du Mans. Le vainqueur inscrit 38 points, en rappelant également qu'il y a 1 point pour la pole position. Le second en inscrit 27. Ce qui fait que pour l'instant, même en étant donc en deuxième position, la Toyota numéro 8 remporterait le titre de champion du monde. Rebellion Racing et SMP Racing sont en fait les équipes qui sont en 2 et 3e position par rapport au classement équipe. Avec une Rébellion dans tous les cas devant une SMP, ça ne changerait évidemment pas. Pour la catégorie LMP2, André Negro, Nicolas Lapierre et Pierre Thierry ont 143 points. Dès l'instant où la 36 termine devant la 38 qui la suit au classement avec un écart d'un petit peu plus d'1 minute, c'est Alpine Signatec Alpine Matmut qui est l'équipe championne du monde. La Porsche de Michael Christensen et de Kevin Estre est la voiture qui est en tête au niveau du classement du championnat du monde, en référence donc à la Porsche numéro 92. La Porsche numéro 92 est en 36e position, 12e du classement des GTEAM. La numéro 91, rappelons-le, est arrivée avec un handicap de 36 points. Là il faudra refaire les totaux puisque la 91 est, enfin plutôt les additions, la 91 est 27e, la 92 est en 36e position. Grosse pression mathématique quand même. Changement de capot avant sur la Rébellion numéro 3 et en GT1 juste pour terminer le petit tour. Project One est l'équipe qui, rappelons-le, était effectivement leader en arrivant ici au Mans. Ils sont pour l'instant en 2e position du classement devant Spirit of Race, une Porsche qui est bien plus loin dans le classement puisque 10e des GTEM. En l'état actuel des choses, c'est donc Project One qui pourrait être la marque ou plutôt l'équipe championne en GTEM. Alors la Rébellion numéro 3 s'est arrêtée pour faire un ravitaillement normal. Elle repart et donc n'a pas observé les fameuses 3 minutes dont on parlait et qui lui ont été infligées pour avoir ne pas avoir respecté un article du règlement en ce qui concerne les pneus. Donc cet arrêt de 3 minutes n'a pas été fait. Voilà pourquoi Gustavo Menezes repart en 3e position. Mais en fait, il va falloir faire attention à Vitaly Petrov avec la BR01 du SMP Racing numéro 11 parce qu'ils sont 4e et ils sont à 3 minutes 22 derrière. Ça veut dire que si effectivement la Rébellion numéro 3 doit payer les 3 minutes, elle pourrait bien en perdre en même temps la 3e place. Et l'abandon confirmé de la part de la direction de course, là c'est purement une validation administrative. L'abandon ne laissait planer aucun doute compte tenu de l'état de la voiture à pression heure le long des piles de pneus au virage du Tertre Rouge. Vous avez là compris que l'Oreca, Dragon Speed de Roberto Gonzalez, Pastor Maldonado et Anthony Davidson abandonnent. L'officialisation de l'abandon, 7h20, sortie de piste, virage du Tertre Rouge. Nous étions à 61 voitures et nous allons donc retrouver 50 voitures valides. C'est toujours plus que l'année dernière et on vérifiera bien cela avec les statistiques InfoCourse, mais il est fort probable que nous sommes bien dans une année record au niveau nombre de voitures à l'arrivée, si évidemment la situation reste en l'état, ce que l'on va souhaiter d'ici à 15h cet après-midi. L'arrêt de la Ligier numéro 32 à l'instant, l'arrêt de Ryan Cullen, la Ligier United Autosport numéro 22, la voiture sœur et la voiture la mieux placée au niveau justement des Ligier, 10e du général, 5e des LMP2. Julien Canal, le pilote manceau, est avec la Ligier du Panis Barthès, compétition numéro 23. Elle est en 13e position avec les couleurs mécénat chirurgie cardiaque. Et devant en ce moment, c'est un duel entre Sartois, Vincent Capillaire en fait, avec l'Oreca Graf Racing Sart Objective 24 qui est donc en 14e position et 9e de la catégorie LMP2. Un regard en catégorie LMGTE Pro comme d'habitude pour voir que Daniel Serra avec la Ferrari de la F Corset
été complètement à son aise pendant la pluie, pendant la nuit. Pas la pluie, non, il n'y en a pas eu. Mais pendant la nuit, n'a pas été aussi facile que ça aurait pu l'être. Hein. Il n'était pas le plus rapide. Eh bien, il a pour l'instant 59 secondes d'avance sur Mike Rockenfeller avec la Corvette numéro 63. On trouve ensuite la Porsche numéro 93 avec Patrick Pilet. Et puis la Porsche numéro 91 qui est donc derrière. Il n'y a pas beaucoup de différence hein. Entre ces 4 voitures, il y a 1 minute 33. Donc voilà pourquoi à chaque fois qu'il s'arrête pour faire un ravitaillement, eh bien, il y a cette danse, ce bal de leadership en catégorie LMGTE Pro. Quant à la catégorie LMGTE AM, donc là c'est confirmé, cette fois-ci Ben Keating a perdu vraiment son tour d'avance. Il a encore une avance confortable, hein, 3 minutes 32 secondes, mais c'est pas un tour complet. Ça aurait été mieux si ça avait été comme ça, s'il n'était pas passé par les graviers. C'est un joker qu'il a grillé tout à l'heure. Oui, exactement. On regardait à l'instant les partenariats pneumatiques alors que c'est Stoffel Van Dorn à l'instant qui s'élance chez SMP Racing avec la BR Engineering numéro 11 et l'on doit également avoir la Ferrari GMW Motorsport qui part aussi avec le Brésilien Rodrigo Batista alors que Kei Cozzolino lui est avec la Ferrari du Car Guy Racing. Et Ryan Cullen avec la Ligier numéro 32 pour citer les pilotes qui entament à l'instant un nouveau relais. Et parlons en effet des choix, des alliances entre équipes et les deux manufacturiers présents en LMP2. Michelin, Dunlop, Michelin. Pour l'instant, c'est Dunlop qui est en tête via l'équipe G-Drive Racing. Signatec avec l'équipe numéro 36 roule en Michelin. Le Jackie Chan DC Racing, 3e roulant Dunlop. La 4e place pour TDS Racing numéro 28 qui roule également en Dunlop. Et la 5e position en LMP2, c'est pour United Autosport qui a chaussé ses pneus, plutôt ses ligiers de pneumatiques Michelin. Et à propos des ligiers, chez Panis Barthez Compétition, on rappellera que l'on roule en Dunlop alors que l'Art Compétition, avec la ligier numéro 50, elle est en Michelin. Je sais que Thomas Bastin va dans les prochains instants retrouver avec nos cadreurs de supervision les pilotes et même les team managers. Et je vous avoue, mon cher Thomas, on va passer commande, mais un petit mot de Jack Lecomte ce dimanche matin. Le bilan de la nuit à l'attaque du dernier tiers de la course entamée déjà. J'avoue que ça nous plairait. Comment va Jack Lecomte ce matin? Que pense-t-il? Et en même temps, quel projet pour l'année prochaine a-t-il aussi? Ça, franchement, ça nous intéresse dans 2 minutes. Il est au micro de Thomas Bastin. Oui, un peu plus. Dans 20 minutes, pardon. Oui, il vaut mieux attendre un peu parce que pour l'instant, Thomas Bastin n'a pas de chemise et pas de pantalon. Alors... Mais c'est parce qu'il met une combinaison de pilote, voilà. Ah d'accord, très bien, ça serait difficile de le faire descendre tel qu'il est. Allez, on a vu les arrêts de Stoffel Van Dorn, justement, un ami personnel Thomas Bastin, en plus d'être originaire de la même terre. Et Bruno Senna, avec donc la BR01 numéro 11, 4e, et puis la Rébellion numéro 1 qui est 5e. Et voilà qui repartent à l'attaque. Alors, Kazuki Nakajima, un peu plus rapide que Pechito Lopez sur ce tour. Ça n'est pas normalement comme ça. Mais c'est vrai que le tour précédent, Pechito Lopez avait réussi un 3.21.5. Maintenant, c'est la tentative de réponse de Kazuki Nakajima. Mais la différence augmente entre les deux Toyota de tête. Ça, c'est clair. C'est peu à peu que l'Argentin met une petite seconde ici, une autre seconde là, et nous voici avec 1:30. 1 minute et demie la différence entre les deux Toyota. La 7, la 8, c'est l'ordre à 7h47. Et le numéro 3 qui rentre au stand. Alors, les 3 minutes. Est-ce qu'on va payer les 3 minutes? Comme la 11 s'est arrêtée pour faire un changement de pilote, d'ailleurs, ravitaillement et changement de pilote, puisque Vitaly Petrov est descendu, Stoffel Van Dorn est monté. La différence, l'écart est de plus d'un tour. Ça veut dire qu'il est possible que la 3 conserve sa 3e place, même en payant les 3 minutes, qui en fait vont faire 3 minutes 30, hein, puisqu'il y a l'arrêt, il faut attendre. Ah là là. Est-ce que vous vous imaginez, Gustavo Menezes est à l'intérieur de la voiture, il pense qu'il va rester 3 heures. Parce que 3 minutes, quand vous êtes pilote, que vous êtes dans une voiture, c'est insupportable. On voit Vitaly Petrov
Je regardais en même temps le passage de Mike Rockenfeller et de Patrick Pilet. On a du grand Mike Rockenfeller ce matin. L'écart est en train de se creuser. Oh, pas de beaucoup tour après tour, mais il est plus important quand même d'1-2 petits dixièmes ici et là. Mike Rockenfeller a pour l'instant 9 secondes 3 d'avance sur Patrick Pilet. Au dernier pointage, par exemple, la Corvette était 2 dixièmes plus vite que la Porsche. Donc une très bonne résistance de la part de Patrick Pilet sur le circuit des 24 heures du Mans, alors qu'il est 7h48. Et que, ben voilà, la Rébellion numéro 3 est toujours à son stand. On ne touche pas la voiture, évidemment, lorsque c'est un stop and go. Pas le droit d'intervenir pour quelque motif que ce soit, sauf à déclencher un extincteur. Imaginez une réaction thermique, mais sinon le moteur est coupé, on ne remet pas d'essence, on n'ajuste pas un aileron, on met... Oh non, rien, on ne touche pas la voiture. Qu'est-ce que c'est long 3 minutes quand on est à l'intérieur d'une voiture, qu'on est pilote? Là, ça nous permet aussi d'apprécier les lignes de cette Rébellion. La première hard car, comme l'a voulu Alexandre Pesci, le président et propriétaire de Rébellion Corporation, comme Kalim Bouadra également nous l'avait expliqué, place de la République, avec Tommy Boy, qui a sa propre marque de fabrique avec cette âme artistique qui utilise qui utilise des couleurs fluorescentes. Mais j'ai dit arme parce que je trouve que c'est une arme de séduction aussi, ces couleurs là. On peut dire on n'aime pas, mais sincèrement, lorsque l'on voit les retours presse dont Rébellion a bénéficié en choisissant ces couleurs audacieuses, et bien là on peut parler effectivement d'armes de séduction massive, et ça nous plaît. C'est des rebelles ces gens-là, ils ont tagué aussi, alors évidemment c'était pas vraiment tagué, mais durant la parade, pour ceux qui l'ont vu, une limousine Mercedes 600 SEL formidable. Oui. C'était piloté par Bruno Senna d'ailleurs. Absolument. Et l'arrêt de Ben Keating, Marc. Cadillac aussi. Oui, absolument. L'arrêt de Ben Keating avec le leader de la catégorie GTE Pro qui s'était fait surprendre au moment du restart après la neutralisation provoquée par la sortie de piste de Pastor Maldonado. Heureusement, la voiture est repartie et Ben Keating a pu terminer son relais. Ils vont partir tous les deux là. Alors que l'on devrait bientôt avoir, voilà, le numéro 11 qui passe à l'instant devant nous avec Gustavo Menezes toujours au stand. Stoffel Van Dorn va s'emparer avec l'élan. Thierry, ça doit le faire. Voilà, c'est propre, net, pas de problème. C'est fait. Il va y avoir un duel sympa là. Changement pour la 3e place, changement pour la 3e place. Stoffel Van Dorn permet au SMP Racing de revenir en 3e place. C'est vrai que c'était la numéro 17, mais maintenant c'est la 11 et la Rébellion numéro 3 est 4e avec Gustavo Menezes. You could see the number 3 Rebellion with Gustavo Menezes stopped because of 3 minutes stop and go penalty because of a tires rule violation. And as a result, as you can see now on the GM screen, the number 11 SMP Racing BR Engineering could overtake. Stoffel Van Dorn is driving the blue car, shall I say, could overtake the number 3 Rebellion with Gustavo Menezes. Well, the gap is not very important, only 2.2 seconds. L'écart est de 2 secondes 247. Il pourrait encore croître un tout petit peu compte tenu de la position des cellules de chronométrage pour l'affichage des partiels, de l'élan que prenait la Rébellion et de l'élan dont profitait déjà la BR Engineering, encore que ce n'est pas évident. Non, doit être finalement à 2 secondes 4 à voir l'image. Alors parmi les autres écarts, rappelons-le, José María Lopez et Kazuki Nakajima, séparés d'1 minute 31 secondes. L'écart évolue en faveur des leaders. G-Drive, Jovan Neutort avec l'Horus numéro 26, 2 minutes 23 d'avance sur l'Alpine qui a 1 minute 03 d'avance sur la numéro 38, l'Oreca du Jackie Chan DC Racing. Rappelons que dans la perspective au moins du titre de champion du monde qui ferait du bien dans la campagne promotionnelle d'Alpine avec Signatec Alpine Matmut, vous imaginez la publicité que justement Alpine pourra faire en disant nous sommes champions du monde d'endurance. Il faut terminer devant la 38, c'est la condition mathématique impérative.
pour l'équipe de Philippe Sino. Ça aussi, c'est d'ailleurs un élément qu'on pourra commenter avec Thomas Bastin et Philippe Sino, qu'on n'a pas encore entendu jusque-là, mais je sais que ce sera le cas dans 25 minutes. Les autres écarts également. AF Corse avec Daniel Serra à 1 minute 03 d'avance sur Mike Rockenfeller, mais Marc Arnoldi, indépendamment bien sûr de la victoire que vise l'équipe AF Corse, là les ravitaillements sont décalés. Est-ce que l'on peut dire que la Ferrari est une leader réelle ou une leader sursitaire en attendant son ravitaillement qui favorisera forcément le dépassement et de la Corvette et la Porsche numéro 93 de Patrick Pilet? Vous avez entièrement raison de le dire, les ravitaillements sont décalés, on ne sait pas combien de tours ils vont faire jusqu'à la fin, mais c'est vrai que j'oserais dire honnêtement, c'est la Ferrari qui est devant. C'est tel que vous le voyez actuellement, c'est comme ça que devrait être le classement. Alors, je ne dis pas qu'il y a de l'honnêteté, de la malhonnêteté, je dis on va voir évidemment comme c'est décalé, comment ça va être à l'arrivée, mais pour l'instant c'est vrai que la Ferrari c'est quand même normalement le leader. Attention, Richard Westbrook, vous allez me dire, il est très loin, il est 7e dans la catégorie LMGTE Pro peut-être, mais il vient de réaliser le meilleur tour de la voiture, 3,50 905, 3,50 905 pour Richard Westbrook. Jamais la Ford numéro 69 n'avait été aussi rapide, et même s'il est 7e de catégorie, eh bien il est dans le même tour que le premier, que le deuxième, que le troisième, que le quatrième. Enfin, ça prouve bien qu'en catégorie LMGTE Pro, ce qu'il faut, c'est toujours être constant et être rapide, et c'est ce que fait Richard Westbrook, 3e Ford et 7e dans cette catégorie GTE Pro. BMW également, c'est deux voitures en piste, la numéro 82 et 33e, relais encore pour Jesse Krohn, et la numéro 80 et 37e, Nicky Katzberg pour le relais en cours. Allez, Stoffel Van Dorn, 3,20 509, 3,20 509, c'est le dernier tour de Stoffel Van Dorn, 3e, 4 tours en moins que le duo de Toyota devant, mais 3 secondes plus rapide sur ce dernier tour. Il va y avoir un stop and go de 30 secondes pour la Porsche numéro 86. La Porsche de Michael Wright du Gulf Racing, qui occupe la 10e place en catégorie LMGTE AM, aura donc un stop and go de 30 secondes pour ne pas avoir respecté la procédure durant une full course yellow. LMGTE Pro. Alors en LMGTE AM, la différence, puisque donc Ben Keating s'est arrêté, on lui a refait le plein, il est reparti en piste. Ben Keating a maintenant 2 minutes et 5 secondes d'avance sur la Porsche du Team Project One. Patrick Lindsay à bord de la Porsche numéro 86, et c'est bien la Ferrari du GMW avec une différence d'un tour par rapport au leader, 2 minutes 17 par rapport à la Porsche numéro 56, et qui est actuellement aux mains de Rodrigo Batista. Arrêt de la Toyota numéro 8. Arrêt de la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima. Attention avec la porte, parce qu'on ne va pas s'amuser à démonter la porte comme ça a été le cas cette nuit. Le mécanicien a voulu ouvrir la porte, il a ouvert un peu fort. Quand il y avait Fernando Alonso, il lui restait dans la main la porte de la Toyota numéro 8. Mais la voilà qui repart. Ma foi, très raisonnable. L'équipe danoise avec Anders Fjordbak, 3,29 896. En voilà un qui entre dans un club qui n'est pas si fermé que ça. D'ailleurs, des pilotes de LMP2 qui ont réussi un temps inférieur à 3,30. C'est la première fois que l'Oreca de l'équipe High Class Racing réalise un temps inférieur à 3,30. Eh bien, c'est fait pour la voiture qui est 20e avec le numéro 20. Allez, c'est reparti avec Kazuki Nakajima. La 8 qui est
deuxième qui va attendre maintenant. Alors où est la 7? La 7 passe devant nous, elle ne va pas s'arrêter maintenant, elle va s'arrêter à la fin du tour suivant. Donc on pourra exactement vérifier quel est l'écart réel. Et en parlant d'écart, effectivement, sous l'œil Duc de Chonac que l'on voit régulièrement à la télévision, eh bien, Gustavo Menezes se rapproche de Stoffel Vandoorne. Et nous sommes là en train de parler de la lutte directe pour la 3e place. Attention à l'arrêt du leader en catégorie LMGTE Pro, arrêt de la Ferrari AF Corse numéro 51. Donc la Corvette numéro 63 va en profiter pour reprendre le leadership dans cette catégorie. Arrêt de l'Alpine parce qu'il y a eu l'arrêt. En fait, les 3 premiers en catégorie LMP2 s'arrêtent en même temps. Aussi. Et Vincent Capillaire rentre également au stand, le pilote Manceau. Effectivement, il rentre au stade. Bonjour Bruno Modostick, bonjour Marc Arnoldi, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin, presque ensoleillé, enfin pratiquement. Et regardez, on a Christopher qui est à nos côtés. Alors Christopher, c'est un sympa, il ne faut pas croire. Mais regardez ce qu'il a dans la main. C'est le système traditionnel. Et on va avoir la mesure de la vitesse. Christopher, voilà, c'est important évidemment, la vitesse maximale dans la pit pour des raisons de sécurité. Oui, parce que après, si on a moi je préviens mon directeur de course, mais mon chef, et après je transmets Voilà, il faut être attentif évidemment du côté des pilotes. Christopher qui était déjà là hier et qui s'amuse depuis tout à l'heure, enfin depuis hier même avec le speed gun. Et en plus il a une grande qualité, Christopher, on va tourner la tête, regardez, 91.5 FM. Bonjour Christopher, ça va? Il est à l'écho de Radio 4h, Bruno vous entend. En fait c'était nous qu'on voyait tout à l'heure à l'image dans l'écran géant. Et ceci dit, je tiens, voilà, et on voit la vitesse ici, vous le voyez, 60 km/h maximum. Il retire des points ce monsieur? Est-ce qu'il retire des points? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas. Par contre, ça nous permet du même coup, Bruno, de saluer tous les bénévoles, tous les commissaires de piste, commissaires de stand, les gens qui ont passé aussi souvent une bonne partie de la nuit sans dormir. Merci Christopher et par la même occasion, merci